Now. Je vous remercie, notre chère animatrice. Le propos d'aujourd'hui a été un peu difficile pour moi à choisir parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels j'aurais aimé élaborer et tellement de sites que j'aurais aimé décrire. Mais je vais parler du challenge, comme elle a dit, d'un site particulier qui nous a donné beaucoup de maux de tête et pour lesquels je pense nous avons eu jusqu'à présent notre plus belle réussite. La question ici est vraiment l'utilisation de la culture pour le développement local, mais aussi pour le renforcement identitaire et l'alliance au tourisme pour l'assurance d'un bien-être de toute une communauté. Je vais d'abord vous faire un petit tour d'horizon sur la situation qui prévalait en Haïti au niveau des monuments de la culture en l'année 2010. Tout d'abord, nos grands monuments avaient été quasiment abandonnés depuis près d'une vingtaine d'années. Il y avait eu de grandes restaurations qui avaient été faites, mais les portes ensuite s'étaient fermées. L'argent avait tari et les monuments avaient été abandonnés. La transmission des traditions et de l'histoire avait également cessé avec les problèmes politiques qui avaient asséné un coup mortel à l'industrie du tourisme qui était déjà fortement affaiblie. Le séisme, en 2010, avait mis au second plan tous les travaux sur les monuments. Avec 1,5 million de personnes vivant sous des tentes, les priorités étaient très loin de la restauration des vieilles pierres. En même temps, au même moment où nous faisions face à tous ces problèmes, il y a eu l'inventaire rétrospectif entamé par l'UNESCO sur les biens classés au patrimoine mondial et qui mettait une pression extrêmement forte sur le ministère de la Culture d'Haïti qui était déjà à genoux. Le tableau était très sombre. Cependant, il fallait agir et agir vite pour ne pas perdre encore davantage sur un site qui est le seul classé au patrimoine mondial de la République d'Haïti. C'est ainsi qu'avec l'arrivée au ministère du Tourisme d'une femme issue du secteur privé touristique avec une vision claire et un dynamisme à toute épreuve, différentes institutions autonomes du ministère de la Culture et surtout dans le cas que nous allons présenter, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national et le Musée du Panthéon national, ont saisi l'occasion qui leur était présentée pour changer l'équation culturelle du Parc national historique Citadelle Sans Souci Ramier. La présentation d'aujourd'hui va se concentrer particulièrement sur le cas de ce parc, qui est un parc d'une superficie de 25 km², qui est un parc habité par près de 5000 personnes, qui a également, entrant dans les deux bouts de ce parc, deux villes qui mettent une pression extraordinaire sur le parc. C'est un parc qui, jusqu'à récemment également, avait des populations en conflit. La donne n'était pas facile. La citadelle est, de loin, la plus grande attraction culturelle d'Haïti, mais elle n'était pas prête à recevoir de visiteurs. Elle était une citadelle en très mauvais état, qui avait été abandonnée pendant plus de 20 ans et qui avait de sérieux problèmes structurels. Elle était, dans un sens, un danger pour le visiteur et le visiteur était un danger pour elle. Il fallait voir comment allier ces deux donnes pour amener à une équation qui soit un succès. Il fallait d'abord réhabiliter et mettre aux normes un parc pour ne pas perdre le seul site classé d'Haïti.
Il fallait sensibiliser les populations avoisinantes sur l'importance du site pour eux, pour le pays et pour le monde. Il fallait retrouver la crédibilité et la confiance dans le système, dans le gouvernement et renforcer la structure étatique. Il fallait réussir un changement de comportement au niveau de la population, un changement de comportement qui était crucial pour l'arrivée du tourisme. Il fallait sécuriser le site, mais également le faire vivre et l'intégrer dans la vie des communautés. Il fallait enfin combattre la pauvreté en encourageant des initiatives liées au tourisme culturel. Comme vous le savez tous, la pauvreté et la misère est l'ennemi de la préservation culturelle. Et on ne peut pas parler à une population de vision à long terme de préservation lorsque cette population cherche sa nourriture au jour le jour. Je demanderai à notre... Merci. Le parc est d'abord, son entrée est dans une ville qui s'appelle Milo. Je vais d'abord vous parler du site qui est directement dans la ville de Milo, parce que ce parc a 3 grands sites monumentaux. Le premier site est le site de Sans Souci. Ce dont je vais vous parler est la partie la plus nouvelle de ce projet, et je vais vous dire pourquoi ensuite. Next. Tout d'abord, ce que nous avons fait par rapport au parc dans son entité. C'est le bornage du parc qui était une nécessité demandée par l'UNESCO, par le patrimoine mondial, mais ce bornage, nous l'avons fait en incluant toutes les populations du parc, non seulement pour préparer les bornes, mais pour aller les poser, de sorte qu'ils soient conscients de leur délimitation du parc, et non qu'ils voient cette délimitation comme une activité gouvernementale qui les mette en dehors d'un environnement auquel ils étaient habitués, auquel ils ont vécu, auquel ils avaient droit depuis des centaines d'années. Donc ce bornage s'est fait au fur et à mesure avec les populations sur une durée de plusieurs mois, parce que les montagnes sont assez escarpées dans cette zone et le bornage n'est pas facile. Mais il y a eu d'abord une sensibilisation de la population à la nécessité de borner ce parc pour le protéger, et ensuite le bornage physique, la pose physique des bornes comme une action presque civique dans la lignée de la protection de ce bien. Next. Ce parc, comme vous le voyez, est assis sur 4 communes, ce qui rend encore plus difficile sa gestion. Il fallait borner également en tenant compte des mairies et des structures étatiques qui faisaient partie de la gestion au niveau du gouvernement et les impliquer dans l'équation du parc. Next. Ici, vous avez simplement un exemplaire du genre de borne qui a été mis partout dans le parc. Il y en a eu une centaine environ de bornes principales géoréférenciées. Next. Ici, nous voyons le site de Milo qui est tout juste à l'entrée de la ville. Ce que vous voyez au début de la photo, c'est la ville de Milo et le site est tout juste après. Next. Sur ce site, il y a plusieurs éléments qui sont dans le programme de restauration, un programme qui va démarrer, enfin qui a démarré il y a quelques semaines et qui va avoir la réhabilitation des murs, parce que c'est un site en ruine et il est classé comme ruine. Il va y avoir cependant certains espaces qui seront restaurés, des espaces minimes qui seront restaurés pour pouvoir avoir des zones d'accueil et de gestion du parc. Il y aura des fouilles archéologiques, il y aura la reprise de ce que nous appelons les jardins du roi, qui seront une attraction touristique particulière.
Et là, je vais faire quand même une petite annonce ici, parce que je vois l'horloge qui me fait signe. Je vais me prévaloir de mon statut de chair de cette session et d'hôte pour avoir une séance un peu plus longue, parce que ce n'est pas souvent que j'ai une audience captive de ce niveau pour présenter un programme de ce genre et montrer ce que Haïti, avec ses maigres moyens et au milieu de ces troubles politiques et naturels, a pu accomplir. Next. Ici, nous voyons la structure même du palais de Sans Souci, qui est une structure extrêmement fragile, qui sera étayée tout d'abord et ensuite dans laquelle nous allons essayer de faire une construction qui ne change pas l'apparence de ruine du palais, mais qui puisse permettre de l'utiliser en faisant une réhabilitation qui soutienne ses murs et qui protège l'intérieur pour le rendre possible d'être transformé en musée. Next. Les autres zones que vous voyez montrent là où il y aura les fouilles archéologiques qui doivent mettre à jour ce qu'a été la vie du site et également nous permettre de comprendre tout ce qui est en sous-jacence sur le site, car c'est un site qui remonte aussi à l'époque coloniale parce que ce palais et ce site a été construit sur un endroit qui était une habitation coloniale. Next. Cette partie est également très importante parce que ça nous montre les deux endroits du site où nous avons que nous allons préparer pour avoir des événements culturels dans le site. Le premier, qui est en pointillé, montre ce qu'on appelle la cour du Caïmitié, où nous pouvons avoir des performances à bas niveau de sonorité. Et le second est une grande esplanade où il y aura éventuellement un amphithéâtre démontable qui nous permettra de faire des événements culturels sur ce site qui amèneront un apport économique qui nous permettra de maintenir le site et qui pourra également participer à la promotion même de ce site. Next. Juste un exemple du genre d'amphithéâtre qui sera mis et qui peut être démonté à n'importe quel moment. Next. Une autre vue du style d'amphithéâtre. Ce n'est pas quelque chose de permanent, mais un amphithéâtre léger qui peut être démonté et qui ne va pas déparer le site. Next. Nous avons également pensé aux personnes qui vendent des produits autour du site et qui souvent mettent les produits plutôt par terre. Nous avons préparé ce qu'on appelle des chariots de vente qui seront utilisés dans quelques semaines à travers le site et permettront aux marchands et aux producteurs d'artisanat de présenter leurs produits de manière beaucoup plus digne. Next. Une autre vue de ces chariots qui peuvent s'ouvrir sur les quatre côtés et qui sont mobiles, qui peuvent être déplacés à tout moment. Next. Ici, vous voyez la structure principale du palais de Sans Souci. Comme vous pouvez le voir, c'est une structure en ruine, extrêmement fragile, où des murs d'à peine 20 cm d'épaisseur montent sur plus de 10 mètres de hauteur. Next. Tout ceci dans une zone sur laquelle nous nous attendons à avoir de fortes secousses sismiques. Next. L'illumination du palais qui est programmée qui a déjà commencé et qui va être, dont la population va jouir à partir des prochaines semaines, est une façon pour nous d'amener également des visiteurs sur le site le soir, car la ville a tendance à être plutôt morte le soir. L'illumination du palais permettra aux visiteurs de venir jouir de différents produits qu'offre la ville le soir, les restaurants, les petites entreprises de restauration qui pourront accueillir des visiteurs avec quelque chose de différent à montrer. Next.
Vous voyez d'autres vues du palais illuminé. Next. Maintenant, dans ce même parc, en route vers le plus grand des monuments, la citadelle, le tourisme a mis une structure d'accueil pour les visiteurs. Et ceci nous a mis encore plus de pression pour que le produit lui-même, vers lequel fait l'objet d'une protection particulière dans son intégrité visuelle. Ce qui veut dire que les éléments de perte de forêt, par exemple, sont extrêmement graves pour le parc. Il fallait travailler à garder la couverture végétale du parc. Et en ceci, nous avons planifié une chose assez particulière qui est l'aide aux planteurs de café qui sont dans le parc, qui plantent le café sous abri et qui donc sont un élément crucial pour la reforestation. Quand on parle de café, ça n'a peut-être rien à voir avec le monument, mais en fait, ça a beaucoup à voir avec la protection du parc, car elle encourage la reforestation et la protection de la couverture arborifère du parc. Et dans ce sens, nous avons inclus la participation d'une vingtaine de communautés vaudou qui habitent dans le parc et dont la tradition encourage la protection des sols, la protection d'une flore très rare, de plantes médicinales qui existent seulement dans le parc. Et nous avons mis à contribution ces communautés vaudou en leur faisant participer également à l'accueil des visiteurs, aux événements culturels, pour leur faire comprendre qu'ils étaient eux aussi importants, qu'ils avaient quelque chose à dire dans la protection de ce patrimoine. Parce qu'avant, ils étaient complètement ignorés et on ne prenait aucun bénéfice ni de leur savoir ancestral, ni du fait qu'eux seuls, contre toutes les atteintes qui ont été faites au parc, eux seuls avaient toujours assuré la protection arborifère de ce parc. L'utilisation de la main-d'œuvre locale dans tous les travaux de restauration et de réhabilitation du monument lui-même a été une pierre principale de la sensibilisation de la population. Nous avons d'abord commencé avec les parties extrêmement fragiles du monument, qui est le bastion Croix David, qui menaçait de s'écrouler. Next. Ce bastion est l'emblème presque de la citadelle. C'est elle qu'on voit lorsque l'on arrive vers le monument et c'est la plus belle partie du monument. Next. Mais l'état dans lequel elle était nous montrait fort qu'elle risquait de s'écrouler à n'importe quel moment. Next. Les fissures et les désordres structurels depuis le tremblement de terre de 1842 et tous les autres petits séismes qui sont venus après avaient gravement endommagé le monument. Next. Les voûtes étaient pratiquement ouvertes, extrêmement fissurées. Next. Next. Nous avons, avec l'aide de la population et d'ingénieurs de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, procédé à l'étayage du bastion. Next. Next. Et aujourd'hui, les voûtes de ce bastion sont non seulement allégées, mais parfaitement étayées. Et nous attendons maintenant, dans le projet que nous avons commencé avec la Banque mondiale, les fonds qui permettront la dernière partie de la sauvegarde de ce bastion, qui est le cintrage du bastion. Next. Les autres niveaux de la citadelle, car la citadelle est 1 hectare de construction sur 7 niveaux. Nous avons travaillé sur les 7 niveaux pour justement permettre d'avoir une offre touristique intéressante. Next. Next. Comme vous pouvez voir, tous les niveaux ont des actions multiples d'assez grande envergure. Next.
Et le niveau 5 est le niveau sur lequel nous avons le plus travaillé et sur lequel je vais m'attarder un peu plus parce qu'il est beaucoup plus évident. Next. Nous avions à voir d'abord avec quelque chose que le visiteur demande toujours et qui trop souvent sur les sites fait défaut, qui sont des sanitaires corrects. Lorsque l'on arrive dans un monument aussi éloigné que la citadelle, le visiteur demande avant tout de visiter les sanitaires. Et il fallait que nous adressions ce problème de manière particulière. Nous avons également dû tenir compte du fait qu'en tant que patrimoine mondial, nous ne pouvions pas adresser ce problème de n'importe quelle manière. Il fallait pouvoir faire une intervention qui était parfaitement réversible et légère dans un bâtiment déjà extrêmement fragile. Next. Ici, nous pouvons voir la pose de parquet extrêmement léger en forme et d'un petit béton d'à peine 5 cm devant asseoir les sanitaires. La construction des structures de séparation et de support. Next. Et au fur et à mesure, nous avons travaillé jusqu'à l'élaboration finale. Next. Ici, vous voyez les ouvriers de la zone travaillant sur la pose des lavabos. Next. L'installation des sanitaires, des mosaïques. Next. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui. Des sanitaires qui respectent l'ambiance, les murs et le côté ancien, mais avec un choix de couleurs et de matériaux qui s'adaptent de manière moderne, mais qui s'adaptent à la zone ancienne du bâtiment sans lui porter injure. Next. Une idée de la salle d'attente de l'entrée des sanitaires. Donc là, nous avions au moins déjà, au niveau des sanitaires, une réponse pour le visiteur. Prochain. Mais il y avait autre chose également qu'il fallait faire. La citadelle devait parler. Et nous avons décidé d'installer une salle audiovisuelle dans le monument, de manière non seulement pour les visiteurs, mais également pour les jeunes de la localité, de pouvoir visualiser des films et des documentaires sur les monuments et sur l'histoire. Et ici, cette salle a été également transformée avec une gamme monochrome très neutre, grise, pour ne pas porter atteinte au mur, dans une salle du quartier des officiers de la citadelle. Prochain. Après le parquet, prochain. Maintenant, nous avons une salle audiovisuelle où les tuiles acoustiques protègent également les murs de sonorités trop fortes et où nous pouvons accueillir une 50aine de personnes. Prochain. Ici, la réhabilitation de salles destinées à une petite buvette où les gens peuvent avoir de l'eau ou d'autres boissons, une petite boutique de musée où ils peuvent sortir du monument avec un produit et une salle d'accueil où nous pouvons leur donner des brochures et différents éléments leur permettant de comprendre un peu mieux le monument. Prochain. Mais la citadelle est également autre chose. La citadelle est maintenant devenue une citadelle musée, car elle nous permet de présenter ce monument à la population et dans un but également de renforcement identitaire. Ici, les différentes salles du monument ont été transformées en centre d'interprétation de la vie des officiers du roi Christophe à la citadelle pour faire comprendre aux jeunes, aux visiteurs haïtiens et étrangers comment ces gens vivaient à cette époque, ce qu'ils devaient endurer dans ce monument, leur faire renaître l'histoire et leur faire comprendre d'où ils sortaient. Parce qu'en Haïti, nous avons un très grand problème de déperdition de l'identité.
de non-transmission de l'histoire. Et ceci dans un pays qui a été un pays en tête de file dans la lutte contre la liberté et contre l'esclavage et pour la liberté. Parler de perte identitaire est une chose extrêmement grave. Ici, à la Citadelle, nous avons fait de notre possible pour faire revivre l'histoire et faire comprendre aux jeunes d'où ils sortaient et tout ce qui avait été fait pour arriver à mener ce pays où il est aujourd'hui. Prochain. Et les salles de la Citadelle, qui étaient extrêmement humides et ne pouvaient accueillir des visiteurs parce qu'elles étaient glaciales, extrêmement mouillées, ont été traitées pour permettre de les assécher et également de les utiliser en tant que musée. Prochain. Ici, nous voyons les enduits qui avaient été complètement verts sous la mousse, sont en train de reprendre un peu leur couleur, ont été brossés. Ceux qui étaient tombés ont été repris. Des salles ont été passées traditionnellement avec les enduits de chaux, comme à l'origine, et toutes les techniques employées ont été les techniques utilisées à l'époque d'Henri Christophe quand il construisait la citadelle. Les techniques sont exactement similaires à celles qui avaient été utilisées avant. Et maintenant, ces salles ont subi un badigeon de chaux mélangé à de la terre de Milo pour reprendre la couleur qu'elles avaient à l'époque où la citadelle avait été construite. Prochain. Et aujourd'hui, nous avons, dans la batterie des princesses de la citadelle, le début du musée d'artillerie de la citadelle. Personne, même à Milo, ne savait que cette citadelle possédait la plus grande collection au monde d'artillerie du XVIIIe siècle en un seul endroit. Même à Milo, pour vous dire à quel point la mémoire avait été perdue. Et aujourd'hui, nous avons un musée qui présente aux populations jeunes quelque chose dont ils puissent être fiers. Nous avons, comme ici dans la batterie royale, des panneaux indicateurs qui donnent l'histoire du monument, qui présentent la collection d'artillerie et qui expliquent ce qu'est ce monument, le sens profond de ce monument pour la population, pour l'histoire et pour le monde. Next. Le déplacement des canons a été également quelque chose d'assez particulier puisque nous devions utiliser plus ou moins les mêmes méthodes puisque nous ne pouvions pas avoir des lifts amenés à la citadelle. Il fallait le faire de main d'homme. Il nous a été possible d'utiliser ces canons qui auront un sens assez particulier pour les jeunes parce que nous allons utiliser les jeunes de la ville pour pouvoir présenter le tir au canon dans la citadelle. Naturellement, le canon ne tirera pas, mais au moins nous pouvons, avec des jeunes en costume d'époque, montrer comment le canon était utilisé, les différents instruments qui étaient utilisés et la façon de faire pour armer les différents canons. Ici, nous voyons un autre traitement de mur au palais du gouverneur. Next. Et le mur après la réhabilitation. Next. Et le palais du gouverneur avec un musée présentant également des costumes d'époque. Next. Et un deck en bois pouvant préserver le parquet d'origine qui était en train d'être détruit par les visiteurs qui marchaient dessus. Nous avons installé un deck de protection qui permet de jouir de ce palais du gouverneur par tous. Next. Et même le soir. Et pour finir, nous avons eu une large campagne de sécurisation des zones dangereuses de la citadelle avec des rambardes de bois ici, posées, ainsi que des rambardes de fer, de tuyaux galvanisés à l'intérieur. Next. Et au haut de la citadelle, où les visiteurs aiment aller pour voir la vaste étendue du parc
Nous avons mis également d'autres rambardes de sécurité. Next. Next. Aujourd'hui, à travers un vaste travail de réhabilitation qui a été effectué avec toute la communauté de Milo et de Choiseul entourant ce monument, la citadelle Henri et le palais de Sans Souci s'apprêtent à recevoir de nouveau ses fils et ses filles. C'est un exemple tangible de réappropriation de l'histoire par une communauté en quête des éléments de fierté patriotique qui lui permettront de se retrouver d'abord, de reprendre espoir dans un avenir riche en opportunités, redécouvertes, et de s'ouvrir de manière tangible au monde. Et nous allons vous montrer, pour terminer, un clip qui va montrer l'illumination du monument, qui va permettre de le voir de la mer. Lorsque les bateaux de croisière viendront au Cap-Haïtien, ils pourront voir la citadelle de la mer. C'est un projet en train et nous espérons qu'à la fin de l'année 2015, il sera terminé.